Toujours dans le chapitre 5, nous abordons à présent la représentation de Fresnel. Il faut bien admettre qu'elle est un petit peu désuète, elle a un intérêt surtout pédagogique, et on peut surtout la voir comme étant une traduction graphique de la représentation complexe, donc il faut la mentionner. On va l'utiliser, ça ou là, mais en réalité, sur un plan professionnel strict, elle n'est pas vraiment d'usage courant, sauf peut-être en électrotechnique où elle reste quand même relativement assez utile. Alors, l'idée, c'est qu'on va prendre le courant I de t est égal à I0 cosinus oméga t comme étant notre courant de référence, c'est-à-dire, enfin, comme étant notre grandeur électrique de référence, c'est-à-dire pas de phase à l'origine. Et on va, disons, introduire cette représentation de Fresnel sur l'exemple que nous avons traité plus tôt dans ce chapitre, c'est-à-dire une cellule RL, donc une source donc qui a E de t qui alimente une cellule LR, série, donc parcourue par un courant I, avec LDI sur dt aux bornes de l'inductance, et U égale RI aux bornes de la résistance. Jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. La représentation de Fresnel consiste à faire une représentation graphique sous forme vectorielle des grandeurs électriques instantanées, ou complexes, parce qu'en réalité, on comprend bien le lien entre représentation complexe et représentation de Fresnel, si on se souvient que les nombres complexes peuvent être représentés par des vecteurs dans le plan complexe où on met en abscisse la partie réelle et en ordonnée la partie imaginaire. Alors, on rappelle les valeurs numériques de l'exercice corrigé que nous avions fait il y a quelques vidéos de cela. 10 millihenry pour l'inductance, si bien que L oméga à 50 Hz, ça fait 3,14 ohms, et 5 ohms pour la résistance. Alors ici, l'idée, c'est que, en fait, sur l'axe des abscisses, on va représenter le vecteur qui correspond à R fois I. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne connaît pas, quand on commence le problème, la valeur efficace de I. Peu importe. En fait, on va représenter sur l'axe des abscisses, en fait, la valeur de R, ce qui consiste à considérer que la norme de I, c'est 1, c'est-à-dire c'est une unité. C'est-à-dire que tout le schéma est fait relativement à une valeur arbitraire de I, qu'on prend égale à 1. Donc en fait, il faut que je décale un peu mon schéma, parce que sinon, il va interférer avec le schéma du circuit. Donc je redessine ici l'axe des abscisses, ça me donne le temps de réexpliquer. Donc l'axe des abscisses, c'est-à-dire la face phi égale 0, puisqu'il n'y a pas d'angle sur l'axe des abscisses, il n'y a pas d'angle au sens des angles phi qu'on représente justement par rapport à cet axe-là. Et sur cet axe-là, on représente la tension R fois I, et on met en longueur du vecteur la valeur de R, donc ici 5 ohms, ce qui revient à considérer que la norme de I vaut 1. Mais c'est arbitraire, et c'est très bien comme ça, parce que dans toutes les tensions, de toute façon, dans toutes les tensions, que ce soit au moment des inductances ou des condensateurs, quand il y en a, il y aura I dans le coup. Donc, on peut tout faire relativement à une norme de I qui est considérée comme étant une référence. Donc maintenant, en ordonnée, on met L oméga qui vaut 3,14. Et si à l'extrémité du vecteur RI, je trace le vecteur de norme L oméga I, eh bien, cette norme L oméga I, c'est la norme de la tension au bord de l'inductance. Et souvenez-vous qu'en représentation complexe, la tension au bord de l'inductance, c'est JL oméga I. Et si je prends la norme de JL oméga I, j'ai bien L oméga I. Et l'angle pi sur 2, c'est-à-dire que la tension au bord de l'inductance est représentée verticale à cause de J. Parce que J, c'est la traduction en complexe du fait que la tension au bord de l'inductance est déphasée de plus pi sur 2 par rapport au courant, si bien que ma tension JL oméga I est représentée avec un angle plus pi sur 2. Maintenant, je somme les deux tensions, c'est la loi des mailles, et j'obtiens grand E est égal à RI plus JL oméga I, qui ont été deux tensions qui ont été traduites sous forme de vecteurs dans le plan complexe, et du coup, j'ai la norme de grand E, et j'ai aussi phi qui apparaît sur le schéma précédent, qui va être le déphasage de E par rapport à I. Alors, si maintenant, on reprend les trois composantes
les trois composants linéaires que nous avons vus jusqu'ici, R, L et C, dont tous les circuits linéaires vont être faits. Un circuit linéaire, c'est toujours une architecture de circuit qui est construite sur des composants R, L et C. On va ici donc mettre dans une colonne à gauche les valeurs, les relations courant-tension instantanées. Dans la colonne du milieu, on va mettre les représentations complexes. Et dans la colonne de droite, on va mettre les vecteurs de Fresnel associés. Il suffit de comprendre que ces vecteurs de Fresnel, c'est juste la représentation des tensions complexes, représentées dans le plan complexe, où en abscisse on a la partie réelle, et en ordonnée la partie imaginaire. Alors, la résistance, c'est U égale RI en instantané, mais c'est aussi U égale RI en complexe. Et par conséquent, la tension aux bornes de la résistance, c'est RI, qu'on représente en général par un vecteur, je mets vecteur RI, qui est horizontal, ce qui revient à considérer que c'est I qui est la grandeur électrique de référence, c'est-à-dire qu'il n'a pas de phase à l'origine. Ça veut dire qu'ici, implicitement, j'ai écrit que I est égal à I0 fois cos oméga t. L'inductance, alors l'inductance, c'est U égale L dI sur dt, mais en complexe, ça donne U égale JL oméga I, et le J, la valeur complexe, ça correspond à une rotation de plus pi sur 2, parce qu'on est dans le plan complexe, et donc plus pi sur 2, c'est l'axe des ordonnées, c'est-à-dire les valeurs. Ça correspond à la valeur imaginaire. Donc, ma tension, U égale JL oméga I, est représentée par un vecteur vertical, dirigé vers le haut, plus pi sur 2, de norme L oméga fois I, mais avec I, qu'on prend en général de norme 1, puisque tout est fait relativement à cette norme-là. Voilà donc, JL oméga I devient un vecteur vertical, déphasé de plus pi sur 2 de norme L oméga I, où L oméga, si norme de I est égale à 1. Et pour la capacité, la relation courant-tension, c'est I est égal à C dU sur dt. Nous avons déjà vu ensemble comment ça se traduit par une impédance complexe. Ça donne U complexe est égal à 1 sur JC oméga I. Et donc, cette fois-ci, dans la représentation de Fresnel, qui est aussi la représentation des nombres complexes dans le plan complexe, vous avez une tension qui est aussi verticale, mais avec un déphasage de moins pi sur 2, parce que 1 sur J, c'est moins J, donc ça fait en fait un vecteur qui est dirigé vers le bas. Et par conséquent, la norme du vecteur U égale 1 sur J C oméga fois I, ça devient I sur C oméga, ou plus simplement 1 sur C oméga, si je prends comme norme I égale 1, ou I sur C oméga, si je prends comme pour I une norme différente. Voilà, donc finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. La représentation de Fresnel, on peut surtout la voir comme étant un prolongement de la représentation complexe, simplement via une représentation graphique où les grandeurs complexes sont représentées dans le plan complexe. Partie réelle en abscisse, partie imaginaire en ordonnée. Là, on peut faire un petit récapitulatif pour cette représentation de Fresnel. Quand on dérive par rapport au temps les quantités instantanées, quand on dérive par rapport au temps, ça se traduit par une rotation de plus pi sur 2 dans le plan de Fresnel. Une rotation de plus pi sur 2, c'est U égale L fois dI sur dt. On a dérivé le courant qui était horizontal, donc dI sur dt devient vertical, orienté vers le haut, une rotation de plus pi sur 2. Quand on intègre par rapport au temps, alors ça c'est typiquement, c'est C fois du sur dt égale I. Donc la tension U, c'est l'intégrale du courant. Puisque le courant, c'est la dérivée de la tension c'est l'intégrale du courant. Et là, intégré par rapport au temps, ça donne une rotation de moins pi sur 2. Puisque ça donne, en représentation complexe, la multiplication par 1 sur J, c'est-à-dire moins J. Et donc, vraiment, ça j'insiste, c'est pour dire que, en fait, en physique, il faut comprendre que les différentes variantes de méthodes sont souvent liées à des équivalences mathématiques. Quand bien même on ne les décèle pas forcément du premier coup. Mais là, vous avez parfaitement le niveau pour comprendre l'équivalence, parce que vous êtes, je suppose, bien formé en maths, tout le monde sait ce que c'est qu'un complexe, et tout le monde sait comment on représente A plus IB ou A plus JB dans le plan complexe. Donc c'est juste une variante
qui correspond à la représentation graphique des nombres complexes dans le plan complexe. Et puis, ça c'est vraiment une remarque, hein, mais pour ceux qui sont familiers de la mécanique, quand vous avez représenté un vecteur position OM en représentation polaire, vous avez le vecteur OM qui est égal à R fois un vecteur unitaire U indice R qui est dirigé depuis O vers le point M. Et comme notamment vous avez calculé une vitesse, vous avez été amené à dériver UR par rapport au temps. Vous avez calculé DUR sur DT. Et DUR sur DT, souvenez-vous, hein, si vous avez fait de la mécanique, vous êtes peut-être d'ailleurs en train de la faire, puisque en représentation polaire, le vecteur UR est représenté par rapport au l'angle θ qui forme par rapport à l'horizontale. Donc vous avez DUR sur DT est égal à DUR sur dθ fois dθ sur dt. Et DUR sur dθ, c'est Uθ qui est le vecteur unitaire qu'on obtient à partir de UR par rotation de plus pi sur 2. Ce qui vous fait aussi un lien supplémentaire, un lien d'équivalence entre les dérivées temporelles et les rotations dans le plan.